Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Ici, nous racontons les plus belles, les plus touchantes et parfois les plus douloureuses histoires de la musique. Activez la cloche pour ne rien manquer et plongeons ensemble dans l'histoire du Beatle le plus discret, George Harrison. George Harrison n'a jamais été l'homme le plus bruyant de la pièce. Non. Il n'élevait presque jamais la voix. Pas de scandale, pas d'éclat de colère en public. Et pourtant, derrière ce calme, se cachait une amertume profonde. Une blessure silencieuse qui l'accompagna. Durant toutes ces années avec les Beatles, et bien après leur séparation. George aimait ses compagnons de route. Il les admirait, les respectait, parfois les vénérait. Mais l'un d'eux, plus que les autres, lui causa ses plus grandes douleurs. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter à Liverpool, bien avant la gloire, bien avant la Beatlemania. George naît le 25 février 1943, le plus jeune d'une fratrie de 4 enfants, dans une famille modeste. Son père Harold est receveur d'autobus, sa mère Louise, passionnée de musique, écoute même Radio India pendant sa grossesse, espérant que les sons du sitar et des tablas apaisent son bébé. Dès l'enfance, George dessine des guitares dans ses cahiers, obsédé par l'idée de devenir musicien. En 1956. Un disque change tout, Heartbreak Hotel d'Elvis Presley. C'est un choc. La musique devient sa mission. Il se lance dans le skiffle avec son frère et ses amis. Puis vient le moment décisif. Le bus scolaire. George y rencontre Paul McCartney, un peu plus âgé, déjà ami avec un certain John Lennon. Paul et George se rapprochent, échangent des accords de guitare, des disques, des secrets. Paul est sûr de lui, charismatique, et George, timide, le suit avec admiration. En 1958, Paul présente George à John. John est sceptique, George n'a que 14 ans, il le trouve trop jeune. Mais George sort sa guitare et, dans ce même bus de Liverpool, il joue à la perfection un morceau complexe. John est impressionné. Le cercle se referme, George est des leurs. Pourtant, dès le début, la dynamique est claire, Lennon et McCartney sont les meneurs. George les suit, heureux de contribuer, d'apprendre. Cela lui suffit, pour un temps. En 1962, les Beatles signent avec Brian Epstein et George devient le guitariste soliste du groupe. Mais en studio, ses compositions sont rares, presque tolérées. Lennon et McCartney contrôlent la majorité des chansons. George se contente d'une ou deux contributions par album. Puis survient la Beatlemania. 1963, 1964, le monde entier chante leur refrain. George devient le Beatle silencieux, surnom qui amuse les journalistes mais cache une vérité plus sombre. Déjà, il se sent en retrait. Tandis que John et Paul plaisantent avec la presse, façonnent l'image du groupe, George reste en arrière-plan, ses idées rarement entendues. Au milieu des années 1960, quelque chose change. Les Beatles ne sont plus les garçons insouciants de Liverpool. Ils deviennent le groupe le plus célèbre de la planète. Chaque disque bat des records, chaque chanson définit une génération. Mais derrière le rideau, l'ambiance évolue. Paul McCartney prend de plus en plus de place en studio. John Lennon se tourne vers Yoko Ono. Et George, lui, cherche sa propre voix. C'est l'époque de Rubber Soul et de Revolver. Et enfin, les chansons de George commencent à se faire entendre. If I Needed Someone. Taxman. Des titres qui montrent qu'il a quelque chose d'unique à dire. Taxman, en particulier, est audacieux, une attaque directe contre le système fiscal britannique. John l'aide à polir quelques lignes, mais Paul, fidèle à son habitude, intervient sur les arrangements, parfois sans même demander l'avis de George. George s'en souviendra plus tard, pour lui, c'était comme être un musicien de second plan dans son propre groupe. Les interventions de Paul, aussi brillantes soient-elles,
étouffait son élan créatif. Puis vient SGT Pepper's Lonely Hearts Club Band en 1967. C'est le projet de Paul, son bébé. George, lui, se plonge dans la spiritualité, découvre le sitar et la musique indienne, qu'il intègre dans Within You Without You. Cette chanson se démarque sur l'album. Elle est hypnotique, mystique. Différente. Elle marque un tournant pour George, il affirme enfin sa singularité. Mais dans le même temps, il réalise à quel point il a peu d'espace pour s'exprimer dans un groupe dominé par Lennon et McCartney. Lorsque les Beatles se lancent dans le White Album en 1968, George n'est plus l'observateur silencieux d'autrefois. Il apporte certaines de ses meilleures compositions. While My Guitar Gently Weeps en est l'exemple parfait. Et pourtant, même là, il se heurte à l'indifférence de John et Paul. Déçu, frustré, il fait appel à Eric Clapton pour jouer le solo de guitare. Musique, mais aussi les tensions. George est de plus en plus irrité par l'attitude de Paul. Dans une séquence célèbre, on voit Paul expliquer à George comment il devrait jouer sa partie de guitare. Sa voix est calme, mais directive. George répond avec une phrase qui restera gravée dans l'histoire. « Je jouerai ce que tu veux que je joue. Ou je ne jouerai pas du tout si tu préfères. Quoi que ce soit qui te fasse plaisir. » Cette phrase, dite avec une politesse glaciale, est le cri du cœur d'un homme à bout. Quelques jours plus tard, George claque la porte et quitte les Beatles. Ce sont ses chansons, et non celles de John ou Paul, qui marquent le plus l'album. Mais il est trop tard. George le sait, les Beatles, pour lui, c'est fini. 1970 les Beatles sont officiellement finis. La séparation fait les gros titres partout dans le monde. Pour George, c'est une délivrance. Pendant des années, il a accumulé des chansons, des idées, des mélodies qu'il n'avait pas pu. Ex-Beatle. Dès les premières notes de My Sweet Lord, le monde comprend que George n'est pas seulement le troisième Beatle. Il est un artiste à part entière. Cette chanson, prière musicale et chant spirituel, devient un hymne planétaire. Mais l'album ne se limite pas à la spiritualité. C'est aussi un cri du cœur. Des chansons comme Wawa et Isn't It a Pity traduisent toute la frustration qu'il avait gardée en lui. Elles parlent d'amitié trahie, de paroles qu'on n'a pas su entendre, de blessures qu'on n'a pas voulu voir. Le succès est énorme. George prouve qu'il n'avait pas besoin de Lennon ou McCartney pour briller. Et pourtant, malgré cette victoire, il ne garde aucune rancune ouverte. En 1971, il organise le Concert for Bangladesh, le tout premier grand concert caritatif de l'histoire du rock. Il réunit ses amis musiciens et Eric Clapton, Bob Dylan, Ringo Starr pour venir en aide aux victimes de la guerre et de la famine au Bangladesh. Ce geste immense montre à quel point George était animé par quelque chose de plus grand que la gloire ou l'argent. Pour lui, la musique n'était pas qu'un métier, c'était un moyen de servir quelque chose de plus vaste, de plus spirituel. Mais ses relations avec Paul restent tendues. Ils échangent des pics dans la presse. George critique l'attitude contrôlante de Paul, Paul répond en minimisant les compositions de George. Ce froid durera des années, même s'ils finiront par se réconcilier peu avant la mort de George. Les années 1980 et 1990 voient George s'éloigner de plus en plus du show business. Il fonde en Mad Film, une société de production qui donnera naissance à plusieurs films cultes. Musicalement, il se fait plus rare, mais chaque retour est marquant. En 1987, son album Cloud9 connaît un succès énorme, notamment grâce au tube Got My Mindset on You. Puis il s'associe avec Jeff Lynne, Tom Petty, Bob Dylan et Roy Orbison pour former les Traveling Wilburys, un supergroupe mythique. Mais la fin du siècle n'est pas tendre avec lui. En 1997, il apprend qu'il est atteint d'un cancer de la gorge. Il suit un traitement, semble aller mieux,
et continue de vivre discrètement dans son manoir de Friar Park. Puis, le 30 décembre 1999, l'impensable se produit, un intrus s'introduit dans sa maison et l'attaque avec un couteau. George est gravement blessé, mais il survit. Grâce au courage de son épouse Olivia. Cet épisode le marque profondément, autant physiquement que psychologiquement. Au début des années 2000, le cancer revient, cette fois au poumon. George affronte la maladie avec calme, presque en paix. Il se rend plusieurs fois en Suisse et aux États-Unis pour suivre des traitements, mais son état se dégrade. Le 29 novembre 2001. George Harrison s'éteint à Los Angeles, à l'âge de 58 ans. Dans ses derniers instants, il est entouré de sa famille, baigné de musique et de prières. La nouvelle de sa mort bouleverse le monde. Des milliers de fans se rassemblent devant Abbey Road, laissant des fleurs, des bougies, des messages. Les plus grands musiciens lui rendent hommage. Paul McCartney dira, ému. George était mon petit frère. Je l'aimais profondément. Son humour, sa guitare, sa sagesse vont me manquer pour toujours. Aujourd'hui, George reste dans les cœurs comme le Beatle spirituel, celui qui a cherché la paix intérieure, celui qui a transformé la douleur en beauté. Ses chansons continuent d'accompagner des millions de personnes, rappelant que toutes choses doivent passer, mais que l'amour est là. Musique, reste. Voilà l'histoire de George Harrison. Un homme discret, parfois blessé, mais qui a su transformer sa souffrance en art et laisser un héritage immense. Si ce récit vous a